Bien, bienvenue tout le monde. Donc, juste un petit mot de ma part en tant que co-directrice de l'ICROS, aux côtés de Solène Guével et Patrick Henry, pour la présentation de ce quatrième numéro de la revue Profil, qui est centré sur la coupe. Alors, moi j'ai le rôle de vous présenter. Alors, présenter les coordinateurs du dossier, donc Estelle Thibault et Jean-Philippe Garrick. Estelle, tu es professeur dans cette école à l'INSA Paris-Belleville. Tu es professeur HDR, donc tu encadres des doctorats, essentiellement en histoire de l'architecture, c'est ta discipline. Et tu travailles beaucoup sur les théories architecturales et leur environnement philosophique et scientifique au 19e et 20e siècle. Tu es en train de travailler sur un livre centré sur la figure de Gottfried Centner, qui est un architecte allemand, et tu t'intéresses à sa réception dans l'espace francophone. Jean-Philippe Garrick, tu as travaillé dans cette école, tu as été professeur avant d'être nommé professeur toujours en histoire de l'architecture à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Actuellement, tu diriges le LABEX, le laboratoire d'excellence CAP, non? Récemment. Et tu as été le commissaire de plusieurs expositions, en particulier une exposition sur le queue et ton travail sur Bercy-Fontaine et la figure de Charles Bercier, une exposition qui avait lieu à New York et à Fontainebleau. Après, c'est vrai que dans ton long CV, on peut souligner peut-être ton engagement à l'INHA comme conseiller de l'histoire de l'architecture. Alors, après nous avons Camille Villot et Camille Napolitano. Vous êtes les secrétaires de rédaction de la revue. Camille Villot, tu es maîtresse de conférence à l'INSA Paris-Val de Seine. Tu fais partie du laboratoire ELCO et tu es membre associé de l'ICROS. Tu travailles sur les doctrines patrimoniales et en particulier sur la patrimonialisation de la reconstruction en Normandie. Quant à Camille Napolitano, voilà, tu es docteur en histoire de l'art, donc on a 5 architectes et une historienne de l'art de l'Université Paris Sciences et Lettres, et tu t'intéresses à l'étalagisme et à l'art de la déventure à Paris. Tu as été chercheur associé à la BNF de 2021-2025, donc tu es là encore. C'est fait récemment. Ok, récemment. Et tu es enseignante et à terre à l'Université de Bourgogne. Alors, et nous avons le discutant, Lionel Ingrand, qui est enseignant dans cette école depuis 2022. Et tu es architecte, docteur en architecture de l'Université Paris-Est. Tu as publié plusieurs livres et je soulignerai en particulier le livre que tu as coécrit avec Mine Toleb et qui a été édité en 2020, La Maison des Français, discours imaginaire, modèle, 1918-1970. Donc, je vous souhaite une bonne discussion, une bonne présentation de ce beau numéro sur la coupe. Et à vous la parole. Merci. Merci. À moi la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette soirée de lancement de ce dernier numéro Pensée en coupe, donc de la revue Profil, qui, donc vous le savez sans doute toutes et tous ici, est la revue de l'Association d'histoire de l'architecture. Et donc Camille Villot et moi-même allons rapidement vous parler de l'association, de la revue, et puis Camille reviendra aussi davantage sur le sommaire de ce dernier numéro pour vous présenter les différentes rubriques de la revue qu'on retrouve dans tous les autres numéros dont je vais vous parler.
Alors, pour parler rapidement de l'association, elle a été créée en 2015 et elle est actuellement présidée par Jean-Philippe Garrigue, qui est ici présent. Et l'objectif d'origine, qui se traduit aussi, vous le verrez dans la revue elle-même, est de rassembler les différents acteurs du monde de l'histoire de l'architecture, qu'ils soient institutionnels, enseignants, doctorants ou architectes. Et pour cela, on organise différentes choses, des visites d'édifices, d'expositions, de villes, mais aussi des conférences, des tables rondes. Et on a également créé en 2018 la revue Profil, qui était prévue à l'origine pour être biannuelle. Finalement, elle paraît plutôt tous les 2 ans. Voilà. On va accélérer, exactement. C'est en cours. Et qui a été pensée dès le départ pour être une revue de rang A, c'est-à-dire une revue dans laquelle au moins une partie des textes fait l'objet d'appels à contribution et d'une double relecture anonyme. Et il y a quelques mois, nous avons justement à ce titre constitué un comité scientifique qui donc désormais évalue avec nous les propositions et participe aux relectures. Et donc cette revue, elle est notamment marquée par le même esprit d'ouverture que l'association elle-même, une ouverture qui est disciplinaire, une ouverture qui est générationnelle aussi, mais également chronologique et spatiale. Voilà, et elle est financée en tout cas en partie par le ministère de la Culture et par traditionnellement aussi les laboratoires des directeurs et directrices des différents numéros. Alors juste pour vous en parler, puis je laisserai la parole ensuite à Camille, vous voyez à l'écran les différents numéros qui sont déjà parus. Le premier donc, de 2018 qui était dirigé par Nathalie Simoneau et Éric Monin et qui portait sur l'architecture au quotidien, regard sur des représentations ordinaires. Le deuxième est paru en 2020, il était dirigé par Émilie Dorgex et Pascal Dubourg-Latini et portait sur les temporalités et microchronologie de l'architecture. Le troisième est paru l'année suivante et il était dirigé par Audrey Jeanroy et Annabella De Arrojo, et donc il portait sur l'architecture française de l'industrie. Et donc le tout dernier né est ici sur la coupe. Et juste avant de te laisser la parole, Camille, je parlerai juste des 2 autres qui vont bientôt paraître, le 5e et le 6e. Le 5e qui est dirigé par toi, Sylvie Leveau et Guy Lambert, sur les livres qui ont fait l'histoire de l'architecture, et le tout dernier, le 6e, qui portera sur les relations entre architectes et photographes et qui sera dirigé par Camille Le Souef et Cléa Calderoni. Voilà, je te laisse présenter le sommaire de ce numéro pour lequel nous sommes réunis ce soir. Merci Camille. Oui, beaucoup de Camille à l'âge. Donc nous avons traditionnellement, enfin ce sommaire traditionnel s'est mis en place au fur et à mesure, mais donc on arrive à une forme qui se stabilise avec un dossier donc dirigé à chaque fois par des directeurs de publication différents. Et donc, pour ce numéro, nos chers Estelle Thibault et Jean-Philippe Garrigue vous présenteront plus précisément le numéro. Et puis nous avons d'autres rubriques que nous gérons donc avec Camille Napolitano. Donc des varias qui sont ouverts à toutes les formes de propositions, qui peuvent être donc soit sous la forme de varias, soit sur la forme de documents. Pour ce numéro-ci, nous avons donc Lucille Calderoni qui a fait un article sur les recueils gravés de plafond et de cheminée pour la décoration intérieure à Paris au début du XVIIe. Donc sur toute la question des modèles architecturaux, des modèles gravés et leur traduction architecturale au XVIIe. Et puis un article de Charlotte Duvette sur le projet de recherche en cours sur le quartier Richelieu. Et donc aussi bien sur les enjeux de cette recherche que sur les outils mis en œuvre dans ce projet. Nous avons aussi, là encore, un élément qui montre vraiment l'attachement de notre revue au travail mené par l'association, avec la partie position de thèse qui est la publication chaque année, enfin chaque numéro plutôt, des présentations qui sont faites
lors des journées jeunes chercheurs qui ont lieu chaque année par l'association. La prochaine a d'ailleurs lieu vendredi 13 juin à l'ENSA Paris-Val-de-Seine. Et donc parmi les événements de cette journée-là, il y a entre autres la présentation de thèses récemment soutenues en histoire de l'architecture. Et donc les personnes qui présentent sont ensuite invitées à faire un très court article de présentation donc, de leur thèse. Dans le numéro 4 que nous voyons aujourd'hui, il y a donc Patrick Bordeaux qui a présenté sa thèse sur l'évolution du duché-pairie de Luynes au XVIIe siècle. Sébastien Cherruet sur le travail d'Édouard Albert, donc toute la côté biographie d'un architecte vers la synthèse des arts. Marc Laureau, qui a présenté sa thèse autour, lui, de François Vielle, donc plutôt un architecte et théoricien de l'architecture hospitalière de la fin du XVIIIe siècle. Gauthier Van Overschild sur, lui, un édifice architectural spécifique qui est le siège administratif de la Caisse centrale de la région, de la Caisse centrale d'allocation familiale de la région parisienne, et comment cet édifice des années 50 a servi de modèle pour l'architecture des cadres en France. Et puis enfin, Mathieu Van Pen, avec sa thèse sur les sanctuaires gréco-romains en Égypte, donc sur l'architecture religieuse en Égypte sur la période tardive. Nous avons aussi d'autres rubriques, il n'y en a pas tant cette fois-ci, mais nous recevons les recensions et nous pouvons en publier dans le cadre de profil. Et puis, nous faisons une liste à chaque fois de toutes les thèses et HDR soutenues sur la période en histoire de l'architecture. Donc, bon, parfois, un petit peu des oublis, on remet au numéro d'après, mais voilà, on essaye d'avoir comme ça, d'amener une synthèse pour voir la richesse et la grande diversité de la recherche en histoire de l'architecture actuellement en France. Donc je vais peut-être vous laisser présenter maintenant le numéro qui nous intéresse, donc en coupe. Merci. Merci. Donc, je parlerai en premier aussi parce que j'ai pris un rôle particulier dans la mise en place de cette revue depuis l'origine, en étant peut-être un peu à l'initiative de l'idée, sans vouloir pour autant en devenir le rédacteur en chef ou le directeur, parce que c'est une revue associative et que d'emblée, même s'il semblait intéressant, utile d'avoir une revue spécialisée dans le domaine de l'histoire de l'architecture et de l'architecture dans le paysage français, qui ne trouvait pas véritablement un équivalent ailleurs, eh bien cette revue était aussi une revue associative, bien sûr, une revue associative qui, pour cela, à mon sens, devait être collaborative. C'est ce qui explique d'ailleurs la structure un peu atypique d'une revue où il n'y a pas de rédacteur en chef, sinon les personnes qui sont pour chaque numéro chargées du dossier, qui à tour de rôle jouent ce rôle pour une partie du contenu. Alors après, c'est vrai que cette revue a paru selon une périodicité qui n'était pas forcément celle qui était envisagée au début, mais les maturités les plus lentes sont parfois les meilleures, on connaît l'enfant. Et au fond, c'est seulement à la fin qu'on voit si la chose a fonctionné, donc on n'y est pas. Et après tout, une revue qui paraît de manière espacée, pas forcément plus mauvaise qu'une revue qui paraît très souvent. Alors, c'est comment dire, ces différents éléments d'avant-propos pour évoquer aussi la façon dont se conçoivent les numéros et celui-ci parmi les autres, qui est donc une façon collaborative. Il y a plusieurs manières de construire un dossier thématique dans une revue. Au fond, si on veut simplifier, une manière consiste à rendre compte à travers ce dossier thématique d'une recherche qui s'est déjà développée en amont, qui peut être diversement collective, et c'est ce qui transparaît d'ailleurs dans le premier numéro de la revue, celui qui était dirigé donc, qui était tourné autour de ces produits dérivés, si on peut dire, liés à l'architecture. On y sent bien un groupe qui
a interagi avant que la revue existe et sans être la conclusion d'une recherche collective, financière ou autre. Il y a cette forme de cohérence. Et puis il y a une autre manière qui consiste à se saisir de cette opportunité d'une revue pour explorer des pistes, pour ouvrir des perspectives. Et c'est le cas du numéro sur la coupe qui n'a pas du tout été conçu comme le bilan de quelque chose qui aurait été travaillé collectivement en amont, fût sous la forme de réunions plus ou moins lâches, sans que ce soit vraiment une recherche collective coordonnée, mais plutôt comme l'ouverture d'une réflexion autour d'un objet, je vais y revenir, la coupe, mais sans pour autant que l'on parte déjà de conclusions ou que l'on se propose déjà de restituer les résultats, ce qu'on peut dire. Alors, en l'occurrence, donc, j'ai lancé cette idée d'un numéro sur la coupe avant de proposer à Estelle Thibault qu'elle m'aide à le faire et qu'on réussisse à le faire ensemble, à la croisée d'un certain nombre de terrains qui sont un peu des obsessions de longue date, ou en tout cas des terrains que j'ai élaborés depuis longtemps, celui du dessin d'architecture, celui de l'enseignement de l'architecture, mais aussi celui, au fond, du dessin, non pas tant comme résultat, bien sûr le résultat compte, mais comme pratique, et comme pratique qui est un lieu d'émergence de la conception architecturale. Donc c'est un point de départ qui contient cette idée-là, s'emparer d'un type de représentation architecturale conçu non pas comme produisant une série de belles images, ce qui n'est pas dénué de valeur en soi par ailleurs, mais comme étant le lieu d'une forme de réflexion sur l'espace et sur l'architecture. Et donc, c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qu'on est très bien ici ce soir, parce que ce numéro, et donc je remercie Pascal Flore et Christiane Amanzoni de nous accueillir ici à Paris-Belleville, parce que ce numéro est un numéro d'histoire de l'architecture, je crois, mais qui véritablement s'engraine sur des réflexions proprement architecturales et qui, sans doute, peut toucher particulièrement des personnes qui ont été amenées dans leur travail aussi à utiliser la coupe pour régler certains problèmes de conception, que ce soit dans leurs études ou plus tard. Donc au fond, un numéro de la revue Profil et un numéro du champ, du domaine de l'histoire de l'architecture, mais avec au fond, tournée vers les architectes dans une large mesure. Alors ça c'est une dimension, et en effet cette dimension de la coupe comme un lieu de conception du projet, je l'avais développée, on voit cette image, en particulier à propos de la Brouste, en transposant d'une certaine manière, à l'occasion de l'exposition La Brouste, la structure mise en lumière à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en 2012, on avait organisé à l'INHA, où j'étais responsable de l'histoire de l'architecture, un colloque, avec les organisateurs de l'exposition, avec Marc Lecoeur, Marie Bergdol notamment, et donc ce colloque il était destiné à donner un volet plus scientifique à cette manifestation de la Cité, et j'avais été amené à intervenir, je dirais, à partir du point de vue que je connaissais mieux, c'est-à-dire celui justement du dessin, des représentations graphiques, et je m'étais penché sur ça, et j'avais commencé à revenir, parce que je l'ai repris à plusieurs manières, sur ce projet qui est véritablement de l'architecture de papier, de l'architecture de papier à l'époque qui n'est pas vraiment l'époque de l'architecture de papier, et donc c'était pour moi quelque chose qui était un ancrage et une interrogation qui a nourri cette réflexion, cette première réflexion de mon côté sur la coupe. L'autre élément qui décide de l'existence de ce numéro, eh bien, c'est le titre même de la revue, Profil, qui a appelé peut-être certaines explications, et en tout cas qui bien entendu renvoyait à cette notion de profil, considérée, puisque d'ailleurs ont observé Jacques Guillerme et Hélène Vérin dans l'article
qui est publié dans la revue, était un synonyme de la coupe à une certaine époque, mais aussi, et ça m'avait beaucoup frappé, un élément très largement mis en avant, cette notion de profil, à la fois dans le travail justement d'Henri Labrousse, y compris lorsqu'il s'agit de dessiner une corniche ou de dessiner un élément ponctuel de l'architecture, comme une fontaine par exemple, relevée à Viterbo, ou une chose de ce genre, mais aussi de façon contemporaine, dans les milieux des années 20, par Quatremer de Quincy, dans le 3e volume de son dictionnaire de l'encyclopédie méthodique, où il prend vraiment le profil comme la matrice même de la pensée architecturale et comme le lieu dans lequel l'architecte va pouvoir développer l'expression la plus personnelle, allant jusqu'à considérer que l'art de profiler était l'équivalent pour les architectes du style chez l'écrivain. Donc, évidemment, voilà, il y avait cette convergence. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, je voudrais juste dire, pour conclure, que, bien sûr, quand on travaille sur voilà, une forme de dessin, un type de dessin comme cela, on peut penser à la dimension structuraliste ou post-structuraliste. Ce qui vient tout de suite à l'esprit, évidemment, c'est l'ouvrage de Panofsky, La perspective comme forme symbolique. Mais voilà, je vais faire observer que, premièrement, ici, la coupe n'est pas conçue comme une vision du monde. C'est-à-dire que, autant la perspective comme forme symbolique pose la question de voir le monde en perspective, et donc de construire une forme symbolique de représentation de l'espace dans sa globalité, qui, du reste, comme l'a montré André Corbeau, se développe ensuite aussi à l'échelle d'une théâtralité, ou en tout cas d'un paradigme scénographique pour regarder le monde. Là, il ne s'agit pas de mettre en évidence un paradigme de la coupe. Peut-être certaines personnes regardent le monde en coupe, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est plus à travers que, en tout cas, une représentation collective partagée. Donc, en fait, ici, la coupe, c'était d'abord, dans mon esprit, un outil pour la conception architecturale, je l'ai déjà dit. Et je conclurai avec cela. Au fond, quand on ouvre un dossier de ce type, et quand on lance un appel à communication, on a des idées et on reçoit des propositions qui, quelquefois, répondent à ces idées et d'autres fois répondent à côté en enrichissant beaucoup les réflexions qu'on pouvait avoir initialement. Et en réalité, toutes les contributions du numéro ne vont pas dans cette direction de la coupe comme outil. Il y a aussi dans ce numéro plusieurs contributions remarquables sur la coupe comme une manière de comprendre l'organisme architectural, soit en tant qu'organisme architectural, à proprement parler, soit même en tant qu'organisme social, ou en tout cas comme croisant la spatialité et les pratiques sociales. Donc voilà cette intention initiale qui s'est enrichie de l'apport des propositions que l'on a reçues et que l'on a retenues et dont Estelle a parlé. Merci. Donc moi, je vais vous présenter ce dossier, les articles du dossier de façon synthétique, sans suivre l'ordre du sommaire, parce que je commencerai par le dernier texte, en fait, qui est l'article que tu as évoqué, un article important d'Hélène Vérin et Jacques Guilherme, très souvent cité dans les travaux sur la coupe. C'est un article qui avait été publié en anglais initialement, en 1989, et dont Hélène Vérin nous a autorisé à publier la version originale, qui était en français, donc qui était inédite. Alors nous souhaitions pouvoir faire lire ce texte en français, en raison des hypothèses très stimulantes qu'il contient, sur l'émergence et la codification progressive de ces figurations en section verticale, entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Les deux auteurs montrent en fait la grande diversité et l'efficacité de dessins généralement assez inventifs, qui vont combiner à la fois le dessin de ruines, l'écorché anatomique, qui combinent le géométral et la vue perspective, qui cherchent à donner à voir à la fois la façade et le dedans, la structure et les ombres. Tout ça donc avant que ne se normalise peu à peu le système de la coupe et le système aussi des trois documents complémentaires, donc plan, coupe, élévation, qui est devenu conventionnel au XIXe siècle pour les architectes et les ingénieurs.
Alors ce texte d'Hélène Vérin et de Jacques Guilherme aborde aussi cette évolution progressive de la coupe, cette codification progressive de la coupe à la charnière des savoirs pratiques artisanaux et des méthodes abstraites du calcul des ingénieurs, non seulement dans la conception des édifices, mais aussi par exemple, comme on le voit ici, dans la charpenterie de marine. Alors d'autres textes du volume abordent aussi cette période où les codes de représentation n'étaient pas encore très bien stabilisés, en revenant aussi sur des problèmes de terminologie pour évoquer ces sections verticales. C'est le cas de l'article de Laura Trasic, qui est là aujourd'hui. Donc un article qui questionne aussi les termes anciens, de la Renaissance au XVIIIe siècle. Le mot skénographia, qui était utilisé par Vitruve, est traduit de façon un peu hésitante par les mots sciagraphie, sciographie ou profil. Et puis parallèlement, les stratégies figuratives montrent elles aussi une hésitation entre le graphisme de l'architecte et les effets du peintre, cherche à montrer les ombres, les reliefs et la profondeur. Alors le dossier contient aussi des commentaires approfondis et presque à la loupe de certains dessins assez célèbres, comme notamment ce profil d'une rue de Pierre Pat, qui a fait l'objet de deux propositions, de deux analyses. Simona Giuliano tout d'abord, qui place ce document à la charnière entre des traditions d'assainissement, entre des traditions d'embellissement urbain et des enjeux nouveaux qui sont liés à la circulation et à l'assainissement, justement, et qui portent aussi l'attention aux légendes qui accompagnent le dessin. Et puis Pedro Gonçalves, qui décrit à la fois les dispositifs visibles sur la coupe et ceux moins visibles, ceux par exemple de l'aération et de l'irrigation, et qui examine donc le dessin de cette rue qui est conçu comme un organisme, et qui l'examine à la lumière de l'intérêt de Pierre Pat pour les sciences naturelles. Alors un autre dessin, une coupe très emblématique, est cette coupe perspective habitée, par laquelle Charles Devailly présentait la nouvelle salle de la Comédie Française. Sigrid Dejon, donc également présente ce soir, montre que cette coupe habitée ne décrit pas seulement la structure et les décors, mais aussi les manières de pratiquer l'espace et de s'y déplacer depuis la place de l'Odéon jusqu'à la salle. Et donc en scénarisant les usages, en montrant les parcours, les mouvements des spectateurs, etc., le dispositif figuratif participe ici de l'amplification d'un discours sur l'expérience architecturale et spatiale à la fin du XVIIIe siècle. Alors il n'est pas étonnant que plusieurs autres articles étudient plus spécifiquement la conception des lieux de spectacle et de divertissement, puisque la coupe joue un rôle très particulier pour y préfigurer l'ambiance intérieure. Alors, dans le projet de Vauxhall étudié par Véronique Imbrecht, l'architecte affecte à la coupe la fonction particulière de détailler l'articulation des trois espaces principaux, la lumière et la caractérisation des décors. Raphaël Magroux, donc également présent ce soir, revient sur la connotation théâtrale des termes scénographie ou sciographie dans les différents textes qui utilisent ces termes à propos du théâtre. Il montre que les sections verticales ont été de longue date et sont sans doute aussi encore aujourd'hui des instruments essentiels donc pour la conception théâtrale, pour organiser la machine scénique, mais aussi pour optimiser la vision et l'écoute. On le voit dans les documents de projet, mais on le voit aussi dans des ouvrages et des manuels de conception, comme celui-ci, où les coupes sont prépondérantes en fait, pour expliquer les théâtres et sont très soignées. Éléonore Marantz a prolongé cette analyse à propos des cinémas de la première moitié du XXe siècle. La coupe est ici le document projectuel majeur, non seulement pour des questions de visibilité, qui sont justement dérivées des théâtres, mais aussi pour gérer des questions structurelles et pour organiser aussi la superposition, l'imbrication des programmes dans des situations urbaines qui sont parfois très contraintes. Donc les lieux de spectacle sont très démonstratifs de ces usages à la fois projectuels et analytiques des coupes.
mais d'autres programmes ont également été abordés dans le volume, notamment des projets d'habitation, qu'ils soient luxueux ou plus modestes. Alors du côté des plus luxueux, Claude Laroche interroge un grand édifice à destination domestique conçu par un prix de Rome. Et il montre comment les architectes de ce château Boulard appliquent un savoir de la composition, donc un savoir de la composition beaux-arts, où la coupe sur l'axe principal a une fonction bien établie, bien codifiée, où elle permet d'exprimer un parcours jalonné d'effets d'espace, d'effets spatiaux, avec des enchaînements et des surprises, ce que l'on retrouve donc très bien ici. Et puis, bien plus modestement, ce sont aussi les coupes qui sont utilisées pour décrire au mieux les qualités d'intériorité de ces maisons d'Afrique du Nord conçues donc ici par André Ravero ou par Elie Mouyal, mais aussi par Hassan Fati, avec des dessins qui expriment tantôt des manières d'habiter, tantôt les modes de construction particuliers en terre. Et puis, une fois publiés dans les revues, ces dessins, ces coupes aident aussi à redonner une actualité à des caractéristiques vernaculaires. Et puis enfin, l'article de Christophe Guillouette s'est intéressé lui au processus de projet. Il présente une série de documents qui montrent le rôle des coupes dans le processus de conception. À propos donc, de la jeunesse de cette maison dite manifeste de l'architecte Bernard Guillouette dans le golfe du Morbihan, conçu pour l'architecte lui-même. Bien, à partir de là, il révèle donc comment il regarde la mise en série des coupes successives au fil du processus de projet. Et cette mise en série des coupes dévoile ce que les plans seuls ne permettraient pas de comprendre. La mise au point de l'espace intérieur, le remodelage du sol, les continuités vers l'extérieur ou encore l'ajustement progressif du principe constructif. Et c'est bien là l'analyse des versions de la coupe qui conduit à caractériser un principe spatial, un schéma spatial et constructif que l'architecte pourra ensuite retravailler dans d'autres projets. Alors voilà, donc 11 articles qui bien sûr n'épuisent pas le sujet. Nous espérons que cette présentation vous donnera envie de regarder donc plus près ces dessins, également de lire la revue, et puis aussi d'ouvrir la discussion avec donc, les personnes qui sont présentes ici, qui ont contribué et qui nous font le plaisir d'être venus aujourd'hui. Et puis Lionel, tu t'es livré à l'exercice de la lecture de ce numéro. Absolument. Absolument. Merci de m'avoir invité à participer à ces échanges. Je vais faire quelques remarques à propos de cette publication qui est, je dois l'avouer, très intéressante. Beaucoup d'articles sont passionnants et je vous recommande évidemment de faire comme moi, de la lire, de l'acheter et de la lire. Une première remarque que je voudrais faire, elle concerne évidemment l'intérêt de s'emparer de la coupe et d'en faire un objet d'histoire, d'essayer d'illustrer ces multiples facettes dans des programmes singuliers, entre outils de conception et outils de représentation, et puis en creux, non peut-être pas maintenant, et puis en creux, l'intérêt c'est d'essayer de rendre intelligible son évolution à travers différents éclairages, même si ces éclairages sont, dans le cas présent, majoritairement antérieurs au XXe siècle. Ce serait ma petite réserve, ma petite déception par rapport à cet ouvrage. Pour tous ceux qui s'intéressent au projet architecture à l'urbain, soit qu'ils le pratiquent, soit qu'ils l'enseignent, soit qu'ils l'analysent, des documents qui seront présentés dans ce recueil, ils sont intéressants en réalité bien au-delà de la simple curiosité, parce que la coupe, sans mauvais jeu de mots, prend de l'épaisseur, et la coupe cesse d'être de fait une technique inerte, une technique convenue ou une technique générique. Et c'est évidemment intéressant de s'interroger sur les coupes que l'on produit aujourd'hui, eu égard à cette très riche histoire de la section. Ce que l'on saisit partiellement
mais on le saisit tout de même, depuis la vue écorchée du Panthéon romain au début du XVIe siècle, ce que l'on saisit lorsque l'on analyse les figures, lorsque l'on observe les figures combinées qui associent à la fois plan, coupe et élévation, lorsque l'on s'attarde sur les splendides coupes perspectives des théâtres du XIXe siècle, eh bien, ce qu'on saisit, c'est une progressive codification, une codification de la technique de représentation, codification qui est sans doute portée par une complexité croissante des ouvrages et puis par un souci de rationalité qui est porté par les ingénieurs qui sont les experts officiels de l'anatomie et du squelette des édifices. C'est-à-dire qu'au fil du temps, la coupe, elle devient, Estelle le disait, progressivement le complément naturel du plan et de l'élévation. Et en extrapolant un peu, on pourrait dire qu'elle prend sa place définitive dans la trilogie vitruvienne. Le plan relèverait de l'utilité, renverrait à l'utilité, dans la mesure où il permet de disposer des éléments les uns par rapport aux autres, dans la mesure où il se range à des logiques de composition, de distribution, de hiérarchie. La coupe renverrait à la solidité, c'est ce qui relève de l'anatomie du projet, et puis l'élévation, elle, relèverait plutôt, elle renverrait plutôt à la notion de beauté. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça? Évidemment non. Et pour prolonger modestement vos réflexions, j'ai sélectionné quelques coupes, majoritairement du XXe siècle, qui interrogent cette technique dans le mécanisme de conception et de représentation du projet. La deuxième remarque que je voudrais faire ici, c'est que la coupe s'accorde mal du banal, elle s'accorde mal du standard, voire elle s'accorde mal du médiocre. Le fait est que la majorité des projets qui sont présentés dans ce recueil ont un caractère d'exception. Elles ont un caractère, les documents présentés ont un caractère d'exception, résidences privées de luxe, monuments, théâtre, cinéma. Si on regarde ce que l'on a toujours publié majoritairement dans les revues d'architecture, on fait le même constat. Une coupe sur un immeuble d'habitation banal ou sur un immeuble de bureau banal, à l'exception d'un éventuel traitement particulier de l'enveloppe qui serait révélé par une coupe de détail, une telle coupe sur l'immeuble n'a finalement d'intérêt que dans une perspective urbaine. Ce n'est pas l'édifice lui-même dans l'organisation de ces espaces à la verticale qui est l'objet du message délivré, c'est la position du bâtiment dans l'espace public. La troisième chose qui est assez captivante dans ce recueil, c'est le fait de s'arrêter sur une illustration, sur une représentation d'un projet, de la restituer précisément dans son contexte, de la décrire et de l'interpréter. Alors vous me direz que c'est la moindre des choses, s'agissant d'un travail d'historien. Cela dit, dans un quotidien très largement saturé d'images, cette expertise, c'est aussi une forme d'ascèse qui est assez plaisante et qui rend la lecture de cette... Peut-être que je les commencerai après. Je pense par exemple à la coupe de Pierre Pat. Tout le monde connaît cette coupe. Cette coupe qui montre pour la première fois les tripes de la ville, les machineries invisibles. Mais les deux articles qui lui sont consacrés, je trouve, sont tout à fait remarquables. Estelle les a présentés tout à l'heure. Sont les articles qui développent des analyses dans le détail de manière très scrupuleuse et puis qui extrapolent et font des interprétations tout à fait stimulantes par rapport à l'histoire urbaine. Et puis je pense à l'analyse du projet de mémorial d'Henri Labrouste pour la Pérouse, qui est, de mon avis, tout à fait exemplaire en termes de précision et de sensibilité dans la description. Ma quatrième remarque est plus générale et plus triviale aussi. Elle concerne la technique de la coupe elle-même, au-delà des représentations qu'elle peut véhiculer. Tous les architectes se souviennent de leur première. J'en suis certain, on pourrait faire un tour de salle, tout le monde s'en souvient. Donc, personnellement, j'ai fait l'expérience de la Villa à la Roche. Bon, voilà. Je pense que tous les architectes se souviennent de leur première coupe. Pourquoi? C'est une phase d'apprentissage qui est tout à fait particulière dans l'apprentissage de la représentation. Et en réalité, on s'aperçoit dans la pratique que, à la différence du plan et de l'élévation,
Seuls les architectes et certains historiens d'architecture, évidemment, sont très à l'aise pour comprendre une coupe, ce qui peut poser évidemment des problèmes de communication, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, je montre... c'est ici. Je montre toujours ces coupes. Alors, je vais vous présenter quelques coupes du XXe siècle pour illustrer la diversité des messages potentiellement portés par la coupe. C'est ce que je vais la passer. Alors, la coupe, c'est évidemment l'outil le plus adapté s'agissant de la conception d'édifices dès lors que la topographie devient une variable à part entière du projet. Ici, dans une situation assez extrême, la résolution du problème passe avant tout par la coupe et on observe que le plan lui-même, à certains égards, se rêve. Nous sommes avec Alvaro Siza, au Portugal, c'est la Casa Tolo. Lorsque l'on parle de coupe, une première idée qui vient à l'esprit, ce sont les prospects urbains, qui ne sont jamais que des coupes théoriques, mais qui dessinent le skyline des villes et qui règlent des distances et les proximités entre les bâtiments. Ce règlement de 1902, qui apparaît en bas à droite, ce règlement de 1902, par exemple, on peut s'y tenir scrupuleusement en exploitant au maximum le profil, comme le fait Henri Sauvage dans le projet du Haut, mais on peut aussi s'en servir comme un outil dans ces projets modernes des années 30 qui tentent de sublimer la contrainte pour installer au sommet des immeubles des penthouses avec de vastes terrasses ou de petits hôtels partis. Le profil idéal, il est, dès le début du XXe siècle, investi par des valeurs d'hygiène et de santé publique qui distinguent le sain et le malsain au sein même de l'architecture des immeubles, eu égard aux vertus microbicides présumées du soleil. Toujours Sauvage, à la fois dans une réflexion sur le profil des rues dans le passé, dans le présent, dans le futur. La référence, évidemment, c'est le modèle du sanatorium qui met en place rue des Amiraux, où le vide central est occupé par une piscine. Chez Gropius, dans les années 30, c'est la nature de l'angle optimal d'ensoleillement, la coupe, et la rationalité des chantiers qui soutiennent le principe de l'urbanisme en ligne, qui marque la production de cette décennie en Allemagne et qui fournit un modèle pour les décennies à venir. Deux couples habités à 70 ans de distance, à gauche un immeuble prosmanien en 1845. J'aurais pensé pouvoir le trouver dans le recueil, peut-être a-t-il été trop examiné. En tout cas, cette coupe, bon, c'est une coupe où on peut lire, donc c'est un immeuble haussmannien, on peut lire la stratification sociale avec les plus favorisés dans les niveaux bas et les plus démunis à mesure que l'on monte. Et puis à droite, un document de propagande en faveur des HLM avec une opposition binaire entre la vétusté et le confort moderne. La coupe a été, dès le début du XIXe siècle, un outil d'anticipation, de croissance des villes, dans ces strates verticales, sous le sol et dans les airs. Notamment, il y a une approche de la mobilité automobile, réseau métro, réseau ferroviaire. Ici, on est avec Hénard et Harvey Corbett dans une logique d'anticipation. Quelques années plus tard, nous sommes dans le monde réel. Il s'agit de une coupe perspective habitée, pratiquée à New York. C'est la gare centrale de New York. C'est assez étonnant cette représentation parce qu'elle rappelle à certains égards les théâtres du XIXe siècle. Elle est tout à fait précise et assez stimulante.
On retrouve la même dextérité avec le projet de Paul Rudolph, projet Lomex, au tournant des années 70. Ce projet propose une méga-structure au cœur de Manhattan qui combine transport et immeubles d'habitation. Avec Paul Mémon, on change de régime. Mémon, il envisage de libérer les berges de la Seine de la circulation automobile. Il en profite pour densifier sous le fleuve avec des voies de circulation, des parkings, des salles de spectacle, des salles de sport, des réserves pour les grands équipements qui bordent la Seine à différents endroits. À une échelle plus modeste, les travaux du secteur Seine-Rive gauche se sont très largement appuyés sur la technique, sur le principe de la coupe, pour pouvoir mettre au point ces franchissements, sachant qu'une grande partie, l'avenue de France est construite au-dessus de voies de chemin de fer, et qu'une grande partie du secteur rive gauche est construite également au-dessus des voies de la gare de Bercy. Ici, c'est la section au service d'un projet de Rem Koolhaas pour la transformation des Halles en 2004. Koolhaas manipule à la fois le registre de la coupe programmatique et de la section classique. Ce qu'il propose, c'est d'en finir avec l'opposition surface-sous-sol, en réorganisant les programmes à l'horizontale et en enchassant des volumes qui font le lien entre les différentes deux types de documents, deux types de coupes très complémentaires au service du projet. Ici encore un autre projet théorique où l'architecte allemand Ludwig Hilbersheimer compose la ville à la verticale dans une approche fonctionnaliste très clairement affirmée qui s'exprime dans cette perspective où on relève les différentes strates réservées à la circulation, au travail et à l'habitat. Ici au fond de scène, deux coupes. L'une qui reprend les thèmes d'Hilbersheimer dans une coupe qu'on pourrait qualifier de parlante, l'autre dans une perspective habitée qui donne à voir plus précisément les ambitions du projet. Ici, on est dans le registre de la coupe schématique parlante qui déroule un programme et un argumentaire implicite pour les villes à venir, coupe de Le Corbusier, coupe de Le Corbusier relative à l'unité d'habitation de Marseille. En haut à droite, la coupe sur les duplex inversés, elle résume quant à elle parfaitement la mécanique du projet. Lorsque vous examinez un plan de niveau de l'unité d'habitation de Marseille, vous avez un type d'information qui ne correspond rien à l'identité profonde du projet et aux dispositifs qui sont mis en place. Coupe qui a été inspiré par des architectes soviétiques dans les années 1920. Pour finir, Archigramme, toujours dans le registre de la coupe parlante et peut-être même de la coupe bavarde. Le Corbusier avait théorisé le principe du plan libre. Dans les années 60, des concepteurs comme Archigramme et Donald Friedman s'intéressent au principe de la coupe libre, qui doit permettre d'élaborer des mégastructures dont les composants sont en renouvellement continu selon des besoins changeants. Signe des temps, et je conclurai par cette formule, le thème de la coupe libre dans la conception contemporaine a fait l'objet d'une thèse récemment, qu'il aborde notamment dans le travail de Nicolas. Merci. Merci Emmanuel d'avoir ouvert les pistes de 2 numéros supplémentaires. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont participé aux numéros qui sont présents dans la salle, et puis les autres personnes qui ont même certainement de réagir. Donc, je ne sais pas s'il y a d'emblée des questions, des remarques dans la salle. Peut-être, en tout cas, dans un premier temps, Je peux vous poser une question.
oui, tu peux poser des questions. Vous avez évoqué, Estelle l'a évoqué, et je l'ai évoqué également, sans avoir de précision sur ce sujet. Qu'en est-il en fait du rôle des ingénieurs dans une relative normalisation des documents graphiques dont la coupe finale? Est-ce qu'on peut la situer assez précisément dans le temps? Est-ce que ça se développe sur une période plutôt étendue? Est-ce qu'il y a des points de rupture? En gros, comment ça se passe? Est-ce que c'est lié au cours de durant l'école de technique? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si c'est une question qui admet une réponse. En fait, parce que ce que tu as montré là, c'est que justement, parce que tu nous questionnes sur la normalisation, mais tu nous as montré un foisonnement de diversité dans la modalité de la coupe. Et bon, les ingénieurs, en tout cas, début du XIXe siècle, on avait extrait un recueil pour les ingénieurs, une image qui illustrait l'appel à communication, qui était une coupe sur une glacière, construite par un ingénieur de Ponts et Chaussées. En fait, à ce moment-là, de même que chez, par exemple, Mandar, le professeur d'architecture de l'école des Ponts et Chaussées, on a une grande diversité de codification de coupe, puisque la coupe qui notamment fait abstraction sur tout ce qui se passe entre les deux parois, hein, et qui va utiliser le pocher, le fameux pocher sur lequel Jacques Lucan avait écrit pour décrire ce qui se passe, hein, entre les deux limites du plein et du vide. Et puis il y a la coupe qui au contraire va informer de manière très précise ce qu'il y a à l'intérieur de ces murs, de ces structures. C'est le cas de cette coupe sur la glacière qui montre chaque brique, chaque moellon, etc. Bon, ça c'est un aspect de représentation d'écriture, si on peut dire. Il y a des aspects plus fondamentaux, peut-être, comme celui par exemple de la position des axes et des axialités, qui là pour le coup correspond à une codification qui, je pense, s'est installée dans l'architecture contemporaine, hein, celle d'indiquer les fils bâtis et de les numéroter pour se repérer à l'intérieur d'un organisme, etc. Mais même là, la codification, au fond, elle admet des variations assez importantes. Et il suffit de regarder la production de certains architectes des dernières décennies. Je pense par exemple à Peter Zumthor, qui peut fournir des coupes dans lesquelles il y a une sorte de métaphore de la coupe technique, on peut dire ça comme ça, tandis que d'autres reprennent des codes en les adaptant qui sont plutôt ceux d'une tradition classique avec la partie coupée, pochée et ainsi de suite. Donc, cette codification, disons, de la coupe, elle existe bien sûr dans certains documents techniques. En fait, on n'a pas tellement examiné au fond ici. Mais elle n'a servi pas du tout la coupe. Au contraire, je pense que c'est ce que tu disais, la coupe contemporaine ne se laisse pas réduire, ne se laisse pas cantonner par des éléments de codification. Pour faire une autre réponse, le texte de Guilherme et Vérin, la deuxième partie du texte est plutôt écrite par Hélène Vérin et elle parle des charpentiers de marine et justement amène aussi un autre regard que moi je trouvais vraiment très très intéressant, qui était que ces mêmes sections verticales étaient utilisées très différemment par les ingénieurs avec un savoir mathématisé, etc. Et ce principe des trois documents comment dire, de la géométrie de Monge, de projection en 3 dimensions, comme quelque chose qui se projette avant d'être construit, et qu'il y avait vraiment dans la charpenterie de marine, mais dans la construction des édifices aussi, un aller-retour avec des manières d'utiliser des coupes, des gabarits, enfin des choses, parfois des instruments qui se confrontent au réel, à la structure du bois, etc.,
et qu'on n'est pas seulement dans quelque chose qui progresse de l'un vers l'autre, des savoirs pratiques vers les savoirs des ingénieurs, mais qu'on a été vraiment dans quelque chose aussi où il y a eu une véritable interaction entre ces deux types d'approches. Et j'étais contente de lire ce texte en français, parce qu'en anglais, je crois que je n'étais pas arrivée jusqu'au bout, pour découvrir cette deuxième partie qui est vraiment extrêmement riche de perspectives aussi, quoi. Cette idée de la coupe comme document aussi qui permet comme ça des allers-retours entre des façons de considérer la construction très différentes, quoi. Et même, je dirais, parce qu'en fait, on a eu le sentiment, on a lu ce texte, on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment un texte ou c'est deux textes qui sont collés l'un à l'autre? Et on peut dire que dans ce texte, l'articulation entre les deux parties n'est pas assez explicitée, je pense. Hein, c'est-à-dire qu'elle est laissée à l'interprétation du lecteur. Mais en réalité, ce que montre Hélène Vérin, c'est comment l'outil graphique se construit en réponse à un problème de l'objet. Parce que ces bateaux, comme on le sait, sans être très informé sur l'architecture navale, ça ne se réduit pas facilement à un plan et une élévation. C'est des objets en 3 dimensions, non seulement dans leur forme, et ce n'est pas tellement l'enjeu principal, la forme dans le texte, mais aussi dans leur construction. C'est-à-dire, au fond, comment on fait avec des planches pour créer les formes qu'on voit là. Et donc, là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a cette idée d'une matrice de la coupe dans la volonté de maîtriser, en fait, de contrôler la production de ces objets. Et donc le dessin se codifie, pour le coup, et se raffine face à une demande, notamment administrative, institutionnelle, de savoir où on va quand on fait un objet aussi compliqué. Et donc, pour le coup, c'est une réponse à la question. Une réponse à la question, mais elle n'est pas explicitée très fermement, à mon avis. La réponse à la question, c'est que on peut dire que Jacques Guilherme regarde plutôt la période moderne dans laquelle la coupe se construit pour voir en même temps l'intérieur et l'extérieur, ces différentes choses, alors que Hélène Vérin, elle, regarde plus une période contemporaine dans laquelle la coupe est au service d'une forme de rationalisation du processus de conception pour réussir à contrôler, y compris économiquement et pratiquement, l'opération. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonsoir, merci pour la présentation et d'avoir lancé cet appel et mené à bout ce très beau numéro. Moi, je voudrais savoir, lorsque vous avez reçu les propositions, par rapport aux expectatives que vous aviez, parce que forcément, quand on lance un appel, on a des expectatives, s'il y a des sujets, des thèmes, des objets, vous avez fait état d'un certain regret que c'est très historicisé et que la partie, on va dire, moderne et contemporaine est moins traitée. Je voudrais savoir si, à la réception des propositions, si vous aviez pensé à d'autres objets, d'autres sujets, d'autres thématiques, si oui, lesquels, et j'ai presque envie de dire, si vous soyez tenté de lancer un deuxième appel, parce que la coupe peut appeler un certain nombre de numéros, qui serait peut-être plus orienté sur cet outil, ou cet outil de conception de manière plus actuelle, contemporaine, en tout cas de pouvoir questionner, en tant qu'outil de conception et de représentation, dans notre époque qui a perdu un peu, dans laquelle la coupe a un peu perdu son sens avec les outils numériques. Une première remarque, c'est que d'abord, quand on organise un colloque, une revue, etc., avec des attentes, et que les réponses ne correspondent pas aux attentes, il faut y voir d'abord la richesse que ça apporte. C'est-à-dire pas seulement la déception de ne pas recevoir des articles qu'on aurait rêvé d'avoir, mais de recevoir des articles auxquels on n'avait pas pensé, et qui sont très intéressants eux aussi. Ça, c'est un premier point. Après, oui, évidemment, j'ai évoqué cette dimension de la coupe, telle que notamment la développe Quatremer de Quincy. Et là,
enfin je peux le dire parce que je suis un peu spécialiste des sujets qui parlent à personne, je dirais c'est un peu comme les ordres d'architecture, c'est-à-dire on arrive où la proportion dans le dessin des architectes de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe, on arrive très très vite à manipuler quelque chose qui est un peu comme une langue morte, c'est-à-dire qu'en fait personne ne comprend de quoi il s'agit. Hein, et c'est vrai que moi j'étais amené à écrire sur les ordres d'architecture parce qu'on me l'a demandé, des textes assez développés, mais j'ai bien conscience que plus on raffine sur ce sujet, plus on perd de lecteurs à chaque fois. Hein. Et là, sur le profil tel que l'entend Quatremaire de Quincy, c'est-à-dire sur cette idée que dans le tracé même du profil d'une moulure ou d'une modénature architecturale se situerait la spécificité de l'écriture d'un architecte, plusieurs remarques. La première, c'est que quand on n'est pas formé à ça et qu'on voit des modénatures ou des moulures sur un bâtiment, on peut se demander comment elles sont dessinées et au fond comment l'architecte est capable de voir que ce profil-là est le bon profil plutôt qu'un autre profil, parce que c'est devenu quelque chose de tellement lointain de l'expérience des architectes contemporains de faire l'aller-retour entre le dessin d'une corniche et l'effet de cette corniche produit en élévation, hein, qu'on a là tout un champ, et pourtant on le sait, quand on regarde la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève par exemple, tout le travail sur la faiblesse des profils, sur la planéité de la façade qui est dotée d'un soubassement, de moulures intermédiaires, d'une corniche sommitale, etc. Mais avec à chaque fois l'effort très grand pour contenir ces modénatures dans une très faible expansion, hein, en projection, caractérise véritablement cette écriture architecturale. Mais on n'est plus très bon pour parler de ça, et quand on s'y essaye, on risque d'avoir du mal à trouver ses lecteurs. Et donc en fait, oui, sur cette dimension-là, qui était probablement un des moteurs au départ, mais sans grande illusion non plus, hein, on n'a pas reçu des réponses qui allaient très loin là-dedans et qui permettaient vraiment d'explorer l'idée de Quatremaire de Quincy que l'art de profiler est comme le style chez l'écrivain. Alors, est-ce qu'on va relancer un appel pour y arriver? Je ne crois pas. Non, je parlais plus d'un autre appel sur une période plus contemporaine où on perd un peu le fil de la coupe. Oui, moi je peux répondre sur quelque chose que j'aurais attendu et qui n'est pas arrivé, c'est que j'aurais aimé avoir des articles sur des périodes en effet anciennes, sur la question du sol, de la coupe, de l'inscription dans un territoire, parce que ça c'est des questions très contemporaines de la coupe. On voit très très bien aussi cette question du sous-sol, etc. dans toutes les coupes que tu as montrées. La question du sol revient aujourd'hui, est évidemment une question cruciale aujourd'hui. Et finalement, les articles qu'on a eus n'ont pas beaucoup creusé cette épaisseur géologique, alors que je pense que, notamment au XIXe siècle, on pourrait creuser cette question de cet ancrage de la coupe dans une conscience aussi de cette épaisseur de la terre, etc. Je pense que c'est présent et peut-être aussi avant, je ne sais rien. Enfin, j'aurais aimé avoir l'archéologie de cette idée aussi, l'avoir émergé pour les sujets à creuser. Surtout qu'on est à une époque aujourd'hui où peut-être on regarde la question du déblai et du remblai comme une question plus actuelle que c'était le cas il y a 50 ou 70 ans où on transportait la terre sur des kilomètres sans se préoccuper. Après, souvent, la richesse des numéros de profil, c'est justement qu'on ne fait pas un appel spécifique sur une période. Ça, il y a des revues qui sont un peu spécialisées là-dessus, des associations aussi. Profil fait des appels, parfois avec des attentes un peu sur une période. C'était le cas, par exemple, sur l'architecture de l'industrie. Et en fait, la plupart des réponses ont été sur toutes les périodes possibles. Et c'est ce qui fait parfois la surprise et la richesse, en fait, aussi de ces appels non bornés chronologiquement ni géographiquement. Mais du coup, parfois un peu la surprise à l'ouverture des propositions et donc à l'ouverture aussi des numéros pour les lecteurs. Si on veut avoir les réponses qui nous intéressent, il faut écrire sous pseudonyme en fait. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Antonio. Oui, je me posais la question parce qu'on a vu cette coupe habitée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire au fil des articles, des contributions
d'une part concernant la coupe comme un outil de conception de l'architecte, mais d'autre part la coupe comme élément de communication, voilà, de diffusion, voire même, ça a été dit tout à l'heure, de propagande au sujet d'immeubles du 19e siècle. Donc, si on voulait revenir peut-être sur cet aspect-là. Sigrid, si tu veux dire quelque chose sur les coupes habitées. Oui. Non, c'est moi que Oui. Moi, j'ai écrit cet article. Et aussi, peut-être pour répondre à l'autre question, parce que je pense que cette idée du coup habité, c'est toujours de l'actualité. Et du coup, on pourrait aussi dire que même si on parle des périodes avant, du XVIIIe siècle, il y a des sujets qui sont toujours importants pour aujourd'hui, et même si on parle directement de l'architecture contemporaine. Juste pour clarifier ça un peu. Moi, je trouve ça justement très intéressant, cette idée que la coupe, oui, est une façon de communiquer avec aussi un public beaucoup plus large que le public professionnel, bien sûr, les architectes. Et c'était le cas dans avec le projet de Bailly, parce que c'était présenté au salon, et c'était justement pour montrer au grand public ce qu'il avait comité pour ce théâtre, et aussi parce qu'il a ajouté ces figures qui se promènent partout dans ce projet. Ça parle aussi beaucoup plus aux gens qui ne lisent pas forcément les plans. Voilà, c'est un autre statut de la coupe, c'est ça. d'accord. Oui, c'est plus démocratique. Ouais. Ça, c'est intéressant. En fait, je pense que la coupe habitée, on appellerait ça aujourd'hui, et je pense qu'on reviendrait à un sens initial, on appellerait ça une coupe immersive, en fait. Parce que quand on voit une représentation comme celle-ci, en fait, on a un effet vraiment en 3 dimensions. Quasiment, on a une maquette en coupe. Et c'est vraiment ce que vous venez de dire, c'est vraiment essayer d'immerger un spectateur, finalement, dans un espace futur dans lequel il évoluera, en fait. Je pense que c'est vraiment la fonction immersive de ce type de représentation. Il y a aussi l'esthétique du contraste, comme dans les écorchés d'anatomie. On dit cette personne a un visage comme ça, et à l'intérieur, c'est de la viande. Ouais. Mais c'est un peu la même chose qui se produit là aussi. Oui, ça, c'est presque une coupe animée, sauf que évidemment c'est une coupe, mais animée dans le sens où elle a une âme et des qualités. C'est dans l'appel à la communication. Distance, On avait cité une seule coupe grand public, d'ailleurs qui est par un dessin en particulier. On avait cité la coupe sur la grande pyramide qui situait la chambre. Parce qu'il y a des choses que même le grand public ne peut comprendre qu'en coupe. Alors qu'est-ce qu'il voit? Il voit une masse où le bâtiment est rempli de maçonnerie, mais il y a juste une petite pièce à l'intérieur. Mais là, même pour le grand public, on a besoin de ce document-là pour comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose qui me fait penser et que je trouve assez intéressant sur éventuellement le statut de la coupe pour certaines propositions comme représentation par excellence et finalement plus facile que le plan ou que l'élévation. Ça me fait penser à la question aussi du territoire et de la couche souterraine, aux propositions du Gécus ou d'Edouard de Toulian, où là c'est la coupe qui devient le mode principal de représentation, parce que finalement c'est presque une élévation aussi. Et ça devient finalement le mode direct de compréhension du projet. Notamment, je pense à ces coupes où il y a la ville et puis on commence à comprendre qu'on va un petit peu rentrer dedans, ou ces coupes de montagne. En fait, on voit des cheminements et qu'on n'a pas dans la profondeur, on a simplement dans une profondeur verticale, mais pas. Et pour le coup, on n'a jamais de représentation d'écorché. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement bidimensionnel, mais qui en même temps est le seul moyen de comprendre vraiment le projet. Même Virotti, après on en a beaucoup, comme Ecopolis aussi, où finalement c'est un même système et qui finalement renverse un peu le statut de la coupe comme élément
complexe à comprendre comme finalement le seul moyen compréhensible des projets, Oui. enfin de faire comprendre le projet. Et la première fois que j'avais présenté cette réflexion sur le projet de la Proust, et donc dans laquelle l'idée c'était d'affirmer que la coupe est un peu le document maître, la matrice de cette affaire, c'était dans un colloque organisé au Salon du Dessin par Claude Mignot. Et je me rappelle que Marie-Laure Premier-Lecomte, qui est ici présente et que je salue, avait fait remarquer à juste titre que, en effet, les architectures de pente sont rares à cette époque. Mais il y en a quand même, et notamment c'est toute l'histoire des grottes, c'est toute l'histoire des architectures qui conquièrent déjà le sous-sol, les grottes de la Renaissance, et les projets au fond plutôt dans le domaine des jardins. Et en réalité, oui, il y a une histoire de la coupe comme le document qui permet d'appréhender les projets qui ont une dimension théorique. Et ça, c'est quelque chose en effet qui va dans une direction qui n'était pas celle de l'architecture classique et surtout pas celle de l'architecture Beaux-Arts, qui avait tendance a priori à penser les bâtiments comme une composition posée sur une galette. Excuse-moi si mon français n'est pas correct, mais regardez la coupe de théâtre de la Comédie et tous les théâtres, la plupart des théâtres français surtout. Et je pensais à le système qui a inventé Adolphe Loos comme le grand plan, que quelqu'un a dit que c'est une coupe libre à la place d'un plan libre, une coupe libre. Parce que ici déjà c'est un peu l'origine de cette idée de faire une tout petite changement de niveau pour loger tous les couloirs, les loges, les galeries, etc. Et je pense que c'était pas du tout considéré parce que Loos avait beaucoup de rapports avec le théâtre, évidemment, il aimait beaucoup le théâtre. Et Béatrice Colomina a dit que les espaces semblent un peu la loge d'un théâtre, mais elle n'a pas développé cette idée. Je pense que c'est une idée très, très fructueuse, vous pensez. Ah oui, c'est assez stimulant de penser comme cela, dans des logiques aussi d'imbrication qu'on ne pourrait absolument pas comprendre uniquement par le plan. Enfin, on le voit précisément dans tous ces projets aussi qu'on a vus de cinéma, enfin l'article d'Éléonore Marantz qui revient là-dessus, dans des situations urbaines qui sont vraiment extrêmement complexes, avec des imbrications de programmes qui ne sont compréhensibles en effet que dans plusieurs coupes en général, même. Pas une seule, mais plusieurs coupes. La différence sur les catégories de projets dans lesquelles on peut dire qu'on a une sorte de structure primaire de l'édifice et ensuite de structure secondaire. On a comme des éléments qui viennent s'inscrire, alors comme des salles ou des boîtes qui viennent s'inscrire dans un ensemble plus vaste. Et c'est vrai que la coupe, elle se prête bien à décrire cela. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, j'ai l'impression que ce qui se prépare, c'est qu'on prolonge plutôt cette discussion autour, s'il n'y a plus de questions, là, autour d'un verre, tous ensemble. Merci beaucoup pour votre